Alors, quand tu joues, alors, tu fais encore du rap ou pas? Ah non, c'est fini pour moi le rap. Ça y est, c'est terminé. J'ai mis un point final. Un point final. Ça y est, c'est fini. Définitif. Définitif. RC, c'est fini alors. Ouais, RC, machin, bidule chouette. Ça y est, khalas, comme on dit. Je passe à autre chose maintenant. Ça veut dire quoi, khalas? Ça veut dire fini, ça y est. Et alors? Ça y est, c'est finito. Tu gardes des bons souvenirs de toute cette époque quand tu joues? Ouais, ça va, j'ai gardé très bons souvenirs. Mais bon, je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. C'est fini, Kamaz, tout ça. C'est fini. Ouais. Tu graffes encore un petit peu? Ça m'arrive de temps en temps, ouais. Avec des potes. Ça m'arrive de temps en temps de faire une petite peinture, de faire un petit tag à droite à gauche. Ça m'arrive un peu, ouais. Mais en tout cas, t'écris plus au niveau du rap. Non, tout ce qui est écriture au niveau du rap, non, c'est fini ça. Je fais juste un peu de graffiti, parce que je pense que les idées qui véhiculent, l'état d'esprit qui est dans le graffiti, c'est un peu mieux que le rap. Il faut pas oublier que à l'origine du rap, c'est le graffiti. Si le rap a pu exister en France, c'est grâce au graffiti. Parce qu'au début des années, dans les années 80, même dans les années 70 et tout, c'est grâce au graffiti que le rap a pu survivre. Parce que même, je me rappelle à l'époque, les terrains vagues de La Chapelle ou Stalingrad et tout, c'est là-bas que tous les graffeurs se réunissaient pour taper une fresque et tout. Et quand tu regardes maintenant, la plupart des mecs comme NTM et tout, c'était tous des anciens graffeurs, Assassins et tout, tous. En plus, à la base, NTM, c'était un collectif de graffeurs qui venait du 93. Il faut dire un grand merci aux graphes. C'est grâce aux graphes aujourd'hui que le rap a pu exister. Ça, faut pas l'oublier. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi tu as arrêté le rap, même si c'est 2 mots, 2 phrases? Juste pour que les gens, par rapport aux gens peut-être qui se posent la question. Parce que c'est par rapport à des raisons personnelles. Parce que ça allait pas avec le mode de vie que je vis actuellement. Des raisons personnelles, pour plein de choses. Parce que le rap, c'est un mouvement qui, je sais pas, je me suis fait une idée du rap qui était pas bonne. Je pensais que le rap c'était une musique à part entière, que tu pouvais vraiment t'exprimer, ce que tu avais dans le cœur, ce que tu avais à l'intérieur de toi. Mais en fin de compte, non. C'est juste pour faire de l'argent. Bon, Kamaz, ça vient d'où? Rapide, comme ça, juste pour avoir une petite trace. Kamaz, en fait, c'est un surnom que un pote il m'a donné. Parce qu'en fait, le vrai Blas, c'est Black Kamaz. C'est Black Kamaz. Il fut une époque où j'étais un peu chambreur, ouais, on va dire. Et c'est venu de là le surnom Kamaz. En fait, c'est Black Kamaz. Black Kamaz, c'était trop long. Bon, après, moi, j'ai réduit à Kamaz. Kamaz. Et puis après, c'est resté quoi. T'as beaucoup traîné à Paris quand même. Ouais, j'ai beaucoup traîné à Paris, j'ai beaucoup de potes à Paris. La plupart de mes potes sont à Paris. J'ai beaucoup traîné, j'ai habité à Paris un petit moment chez mon oncle, à Porte de la Villette. C'est à côté c'est dans le 75, c'est dans le 19e. Et là-bas j'ai joué au foot, j'ai fait beaucoup de rencontres là-bas, même par rapport à la musique. J'ai un pote qui s'appelle Marx. Marx la menace. Un très bon pote à moi, que j'estime beaucoup, qui m'estime, et avec qui j'ai fait un bout de chemin dans la musique. Je le respecte beaucoup. J'ai passé des super moments avec lui, que je pourrais jamais oublier. Des putains de délires, franchement, c'était top of the top. Et d'ailleurs, c'est l'un de mes meilleurs potes. Et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revu. Et à Paris, j'ai beaucoup de connaissances à Paris. J'ai pas beaucoup... C'est là que tu as connu le rap, justement? Non, avant même de rentrer dans le rap, j'écoutais déjà du rap. J'écoutais beaucoup de rap américain surtout. Et comment je suis rentré dans la musique? C'est un soir, il y avait Houssine et tout qui rappait. À l'époque, il y avait Thierry Lefranc. Il rappait comme ça et tout. Et ils m'ont dit, vas-y, quand tu prends le micro comme ça pour délirer et tout. Moi, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter des chansons que je connaissais. Et ils m'ont dit, ouais, tout, ta voix ressort bien dans le micro et tout ça. Et à partir de là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. En plus, j'ai des choses à dire et tout.
Si je peux les exprimer ainsi, ben, je vais le faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à développer des textes, développer un concept et tout. Mais j'avais quand même un langage assez cru, assez descriptif. Je décrivais beaucoup ce que je voyais autour de moi, comment ça se passait. Ah. Bah, on continuera tout à l'heure. Ok. Kanju, Ouais. franchement, pourquoi t'as arrêté le rap? Mis à part la spiritualité. Oh, je sais pas. Franchement, parce que j'en avais marre. Parce que j'étais un peu dégoûté de tout ce que j'ai vu dans le mouvement hip-hop. Pas dans le mouvement hip-hop, dans le rap. J'étais un peu dégoûté de la réaction des gens, comment les gens ils réagissaient. Ça m'a dégoûté un petit peu. C'est un monde de requins, c'est un monde de vislards. Et ça m'a dégoûté un petit peu. C'est pour ça que j'ai arrêté. Comme maintenant, là, les gens font trop l'amalgame, ils mélangent tout. Ils font du rap religion, entre guillemets. Ils servent du rap pour parler de la religion. Ça va pas, c'est incompatible. C'est deux choses qui peuvent pas aller ensemble. Les mecs, ça peut pas. Par exemple, si je te dis, c'est une phrase que moi c'est une question que j'ai beaucoup posée. Si je te dis, Inch'Allah, je réussis mon braco. Non, c'est deux choses qui peuvent pas aller ensemble. Parce que Inch'Allah, là, tu évoques le nom de Dieu et tu associes le nom de Dieu à quelque chose de mal. Parce que le braquage, c'est comme ceux qui vont à la mosquée et après la prière, ils enfilent leur cagoule. C'est deux mondes totalement différents, c'est de l'hypocrisie. Parce que l'islam, il te dit qu'il faut être quelqu'un de bien, qu'il faut pratiquer le bien, qu'il faut t'éloigner de toute chose mauvaise, que ce soit pour ton corps ou pour ton prochain. Il te dit de t'éloigner de toute forme de méchanceté, hein, et tout ça. Et après, tu vas faire un braquage, tu vas voler le bien d'autrui. Non, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est de l'hypocrisie. C'est que tu te mens en toi-même. Tu peux pas pratiquer une bonne religion et faire des braquages. Non, non. Il n'y a que deux chemins, comme on dit. Il y a le bien ou le mal. Tu peux pas être entre les deux. Dans la religion, il n'y a pas de ça. C'est soit tu y vas à fond, et soit tu le fais pas. Si je te dis par exemple, admettons, une personne qui n'a pas d'autre choix que de faire des conneries, que de faire des vols pour manger, parce que voilà, il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a rien, et qu'à un moment donné, elle dit Inch'Allah. C'est-à-dire que quelque part, elle est née dans une spiritualité, elle a évolué dans une spiritualité, donc elle sait la différence, la démarcation entre le bien et le mal, mais elle est contrainte par rapport à la société, par rapport au quotidien, elle est contrainte peut-être à un moment donné de faire des choses malsaines. Je peux comprendre le fait qu'une personne elle se retrouve au pied du mur et elle fasse certaines choses qui sont pas bien, qui sont pas correctes. Mais dans la vie, je pense qu'on a toujours le choix. Si vraiment on a vraiment l'envie de s'en sortir, parce que c'est la méthode, c'est trop facile de faire des braquages ou de vendre du shit et tout. Pour moi, c'est pas ça un bonhomme. Un bonhomme, c'est celui-là qui se lève tous les matins, qui est avec cette envie de réussir, de faire quelque chose de bien, de ramener de l'argent propre à la maison, malgré les difficultés. C'est comme quand tu vois la plupart des immigrés, même nos parents, ils se levaient pour un salaire. Ils savaient que le taf, ils n'aimaient pas le travail, mais ils le faisaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce qu'ils se disaient, je préfère faire ça que vendre de la drogue ou voler, tout ça. Dans la vie, si tu veux vraiment, tu as le choix. Tu as le choix, si tu veux vraiment t'en sortir, tu peux t'en sortir. Mais c'est trop facile de dire non, c'est de rejeter la faute sur la société. C'est vrai que la société, elle a sa part de responsabilité, je dis pas le contraire. Mais c'est trop facile de dire ouais, chaque fois c'est la faute de la société qui nous pousse à faire telle et telle chose. Cette excuse-là, elle est plus valable. Elle est plus valable. Surtout là, aujourd'hui, on vit dans un pays où on a vraiment la chance. Malgré que c'est un pays, on sait qu'ils ne nous aiment pas ici en France, il faut le dire. On sait que les étrangers et tout, ils n'ont pas leur place ici. Mais malgré tout, c'est un pays de droit. Les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi. Si tu connais un minimum tes droits, tu t'informes un minimum, tu peux faire quelque chose de bien. Tu peux essayer de créer, de mettre beaucoup de chance de ton côté. Mais c'est trop facile de dire ouais, la société, patati patata. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce discours-là. Et si je te dis, par exemple,
dans le rap, il y a beaucoup de larbin. Qu'est-ce que ça... C'est ce que moi je pense par exemple. Il y a une tête d'affiche, 2 têtes d'affiche, 3 têtes d'affiche, et autour il n'y a que des larbins, que des gens qui gravitent, qui sont là pour faire je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Moi c'est ça par exemple, moi personnellement, que j'ai constaté. Si tu veux, que moi qui me déplaît beaucoup dans le mouvement du rap, etc. Ouais, sûrement, peut-être. Il y a peut-être, tu vois, je sais pas, tu sais, il y a 1, 2, 3 têtes d'affiche. Il y a des mecs qui sont, comme on dit, des parasites qui essaient de profiter de la situation. Ils sont là et s'accrochent aux têtes d'affiche pour en profiter. Bon, maintenant, si je peux pas trop parler sur ça, dire ouais, des larbins et tout, j'ai pas trop connu ça. J'ai pas trop vu ça. Mais Genre, sûrement. il dit à l'autre ferme la porte, l'autre il ferme la porte. L'autre il dit vas-y, l'autre c'est son chauffeur, l'autre je sais pas quoi, l'autre ramène-moi, viens me chercher à la gare, l'autre. C'est pas des trucs d'amitié, c'est que des vieux trucs genre pour avoir de l'autorité. Il n'y a pas que dans le rap qu'on voit ça. Il y a même dans le quartier, tu le vois ça. Je vais pas citer des noms, mais je vais pas citer. Mais ça, on le voit tous les jours. Tu vas voir un qui c'est le vendeur de shit. Et tu as tous les autres qui sont là, qui fument ses culs de joint. Et le mec, il achète une grosse bagnole. Il achète une bagnole et puis il a même pas le permis. Et tu vas voir, il va dire à lui, vas-y, toi t'as le permis, vas-y, conduis-moi là, fais-moi ça, fais-moi ça. Après, c'est dommage ça. Les mecs, c'est vrai que c'est des larbins, c'est pas des bonhommes. Se rabaisser pour ça, c'est pas intéressant. Et là, c'est Kamaz qui parle. Non, Kamaz, c'est fini ça. C'est fini? Ouais, faut que j'aille mettre l'essence là. Maintenant, on te dit comment alors? On t'appelle comment? Ouais, je m'appelle Kanjura. Mais Kamaz, tout ça et tout, c'est des pseudos. On se donne de l'importance à travers ces noms-là, mais ouais, c'est rien ça. C'est rien du tout. Voilà. Mets ton pull. Alors ça veut dire pour toi, ça veut dire quoi la contradiction justement à un moment donné? C'est quand tu dis une chose et après tu affirmes le contraire. Tu dis que tu es dans la religion, que tu abandonnes le mal, que tu veux faire du bien autour de toi pour ceux qui t'aiment et tout. Et quelques lignes plus tard, tu dis ouais, tu parles de grosses bagnoles, tu dis que l'autre tu l'écrases, même dans leur ego trip et tout là. Ils n'ont aucun respect de l'autre. Et tu parles comme si lui c'était le centre du monde. Non, c'est pas ça la vie. Il faut avoir des valeurs sûres, il faut exprimer des idées claires. Comme ça les gens ils savent où tu vas en venir directement. Tu tournes pas autour du pot. Quand tu as un truc dans la tête, tu as envie de le dire, tu n'as pas peur de le dire, tu le dis. Mais tu racontes pas des bobards comme ils le font. Moi maintenant si je suis un jeune et j'écoute du rap, comment tu veux que je me retrouve? L'autre il va te dire comme tu as dit, il dit assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ça évoque beaucoup de choses. C'est pas seulement le salut que quand deux musulmans se rencontrent, il y a beaucoup de choses derrière. C'est un salut qui a beaucoup de choses derrière. Ça veut dire beaucoup de choses, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ça veut dire qu'entre toi et moi, il y a la paix, il y a la sérénité entre nous. On n'est pas en guerre. Mais déjà, quand on entend les musiques de rap et tout, les mecs ils étaient dans un état d'esprit de guerre, de conquête, c'est pas bon, tu vois. Ils utilisent ce terme comme, je sais pas, comme c'est devenu comme si je te dis bonjour. Tu vois, il n'y a plus de valeur. Le mec, il est en bas du bâtiment, il a son gros pet, il a sa bierasse. Il te passe et il dit assalamu alaikum. Non, déjà, il n'est pas en paix avec lui-même. Tu vois? Il dit un mot parce que voilà, il y en a beaucoup qui se disent musulmans. Là, je dérive un peu par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui se disent musulmans, mais ils font pas ce qu'il faut pour être un véritable musulman. Ils sont musulmans parce que le père il est musulman, parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane. Bon, quand c'est le mois de Ramadan, ils font ce qu'ils peuvent pour observer, pour essayer de jeûner correctement, mais dès que c'est l'heure de la rupture, la première chose qu'ils vont faire, c'est allumer un joint. Après, tu vois, il y a quelque chose qui va pas. Ça va pas. Il faut se poser la question pourquoi. Il y a quelque chose qui va pas. Même aujourd'hui, dans le monde du rap, les gens ne pensent qu'à faire. Il n'y a que le profit qui compte. L'aspect humain, il est mis de côté. Ça, c'est dommage. Le social, tu veux dire la revendication? Voilà, sociale. Comme une fois, j'ai regardé un truc de rap là. Et j'ai vu un pote à moi, Hakim, il a dit un truc, c'était bien.
Il a dit faut pas oublier où on habite nous. Il y a des problèmes de logement, on vit avec les cafards. Il y en a, ils vivent à je sais pas combien dans un appartement, c'est vrai. Mais les gens dans le rap, ils t'entends pas assez ça. Comme aujourd'hui, à l'heure actuelle en France, on vit un moment grave là, ce qui concerne le social. Quand tu vois ce que des gens comme Sarkozy font par rapport à l'immigration et tout, c'est grave. C'est grave. Sans-papiers. Bien sûr, c'est grave. Les enfants, ils sont là, ils sont en train ils viennent pour étudier, pour essayer de créer leur avenir. Et ces gens-là, c'est comme du bétail. C'est l'immigration choisie, nous parle d'immigration choisie. Si tu as fait des études, tu peux apporter à la France. Il dit Bismillah, il dit allez viens, bienvenue. Mais avant, il ne faisait pas la différence. Une fois, j'ai écouté un témoignage d'un ancien combattant sur RFI, mais ça m'a choqué. Le mec, il vit au Sénégal. Il a fait la guerre et tout, il a participé à la guerre. Il disait qu'au Sénégal, il touchait à peu près 1000 balles. C'était un tirailleur. Voilà, c'était un tirailleur. Il touchait de pension d'ancien combattant à peu près 1000 francs. 1000 francs français. Ça fait à peu près 150 €. Et un ancien combattant ici français, il touchait 10 fois plus, 1500 €. Et le mec, il a dit, mais je comprends pas, la France, elle nous a pas respectés. Il a fait, je suis autant français que l'ancien combattant. Parce que quand on était sur le champ de guerre, la balle, elle faisait pas de différence entre le blanc et le noir. Une balle, c'est une balle. Il fait pas de différence. Quand l'ennemi qui est en face, ils s'en foutent que ce soit blanc, jaune, noir. Mais non, ils s'en foutent. Ils tirent dans le tas. Ils te reconnaissent comme un ennemi. Et pourquoi maintenant la France a fait la différence? C'est pas normal. Est-ce que tu penses que c'est normal ça? Moi je trouve que dans le rap on gaspille beaucoup d'énergie, inutilement. Il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Mais c'est pas fait. Les gens te parlent de je sais pas quoi, de braquage, de shit et tout ça. On la connaît la chanson. Le disque il est rayé. C'est pour ça que ça m'intéresse plus d'écouter du rap. Parce que tout ce que je voulais écouter, je l'ai écouté. Voilà. Et donc je voulais te poser une question. Est-ce que par exemple un gars qui aurait fait des braquages et qui n'en fait plus aujourd'hui, qui te dirait voilà je fais du rap mais je fais plus de braquage aujourd'hui, j'ai décidé de faire du rap, je fais plus de braquage. C'est-à-dire que à la limite le mec il te décrit sa vie dans un scud, il fait un album etc. Mais aujourd'hui il fait plus de braquage, il fait plus de coups, il va plus en prison, il essaie de s'en sortir vraiment. Mais il y en a, on dirait ils jouent là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de faire ou ils ont fait, mais au jour d'aujourd'hui dans leur texte ils font comme s'ils faisaient encore, alors qu'ils font plus. Mais ils sont pas clairs. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Je crois que tu as tout résumé, tu as dit le mec il est pas clair. À un moment donné, tu as fait certaines choses dans ta vie. Bon, tu as dit stop, j'arrête. Je passe à autre chose. Ok, bon, au début tu peux en parler, tu dis bon voilà, avant moi je faisais telle et telle chose. Mais après si tu fais croire aux gens que tu les fais encore, alors que toi-même tu sais que tu as arrêté, c'est que t'es pas clair, c'est que tu cherches à obtenir quelque chose. Je sais pas pourquoi les gens ils font ça, peut-être qu'ils veulent... Parce que tu sais, dans la cité, quelqu'un dans le quartier, une personne qui a fait des braquages, qui a été en prison, qui vient avec des grosses bagnoles, qui brasse de l'argent. Cette personne-là, elle est respectée, tu vois. Parce qu'on dit, ouais, lui, regarde comment il gère et tout, il gère. Lui, c'est un bonhomme. Il est là avec des grosses caisses et tout. Et ça a une forme de respect. J'avais aimé une chanson d'Oxmo Puccino. Il disait que tout ce qu'on a nous c'est la sape, c'est les bagnoles, c'est la frime. C'est tout ce qu'on a. Mais en vrai on n'a rien. En vrai on n'a rien, on n'a rien du tout. Ça c'est pas des choses, c'est pas des choses. C'est pas un patrimoine que tu laisses à la descendance. C'est pas quelque chose dont tu peux être fier. Nous, qu'est-ce qu'on a à nos enfants demain? Qu'est-ce qu'on va leur laisser quoi? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? C'est ça le problème. Moi demain si je meurs, qu'est-ce que j'aurai fait pour mes enfants et je vais leur laisser quoi? Je vais leur laisser les tours, les braquages, les machins et tout. Non. Un mec qui sert de son passé et tout. Comme je te dis, Hakim, dès le départ, faut être clair. Donc faut être clair dans ce que tu affirmes. Et pour ceux qui n'ont pas eu justement la possibilité d'avoir une éducation, une famille, des parents présents, etc., et qui c'est complètement explosé dans le quartier, ou voire même à la campagne, hein, j'en sais rien en fait, je parle juste d'un certain type de personnes justement qui n'ont pas cette possibilité d'être appréciées, aimées, d'être bloquées par la famille, par l'entourage, etc., etc.
Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ces personnes-là? Peut-être qu'ils sont dans le rap ou pas. Ouais, peut-être qu'ils sont dans le rap, mais tu sais, c'est pas évident ces personnes-là. Parce qu'après là, c'est pas évident quand t'as pas eu ce soutien familial, quand t'as pas grandi dans ce cocon dans ce cocon. Après, il y a certaines valeurs que tu retrouves pas dans ta vie, il y a certains repères que t'as pas. Mais surtout quand une personne, quand tu grandis, t'as pas eu l'amour de ta mère, t'as pas eu la présence de ton père, bah, cette personne-là, elle n'a pas de repère dans la vie, elle est un peu perdue, elle est un peu livrée à elle-même, elle fait son auto-éducation. Et c'est pas évident. Bon après je peux pas trop m'étaler sur ce sujet-là parce que je sais pas trop, tu vois. Mais je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident pour plus tard, pour lui plus tard. Parce qu'il y a un manque affectif quelque part. C'est comme nous, la plupart des Africains, l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Nord, tout ça. Le père, c'est comme, c'est un emblème, tu sais, c'est quelqu'un, c'est le chef, c'est l'autorité, on a un peu peur de lui. Et ce que je trouve dommage dans ces familles-là, c'est qu'il n'y a pas assez de discours entre le père et ses enfants. Moi-même, j'ai parlé avec mon père, mais assez tard. Et là, maintenant, ça va, Dieu merci, je parle avec lui bien, pratiquement comme un pote. Il me dit des choses maintenant qu'il y a quelques années en arrière, il ne m'aurait pas dit. Et moi, je me sens en confiance près de lui. Et c'est pas seulement l'autorité qui vient, qui tape, qui pointe sur la table. À un certain moment, il fait preuve aussi d'amour. Tu sens que vraiment il t'aime. Il te le prouve. Et c'est important ça pour un homme. De savoir que son père lui fait confiance, il l'aime et tout. C'est important pour son développement. Parce que tu sais, quand ton père, t'as beau avoir tout l'amour que tu veux de ta mère elle t'aime, elle t'aimera toujours. Même si t'es le père des bandits, ta mère, c'est la mère, tu vois. Si t'as pas cette confiance du père, cet amour venant du père, émanant du père, quelque part dans ta tête, tu vas te dire ouais, il me manque quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire là, quand ils disent souvent que les pères ils sont démissionnaires? Même si c'est pas forcément le cas, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Franchement, je peux pas répondre à ta question comme ça. Démissionnaire, c'est-à-dire qu'il baisse les bras devant, je sais pas. Dépassés par les événements? Ouais, bien sûr, c'est vrai. T'as beaucoup de parents qui sont dépassés par les événements. Le chômage, tout qui se mélange et le manque d'oseille. C'est vrai. T'as des parents qui sont démissionnaires parce qu'ils arrivent à un moment ou à un autre, ils n'arrivent plus à faire face aux événements, ils n'arrivent plus à supporter le poids. Leurs épaules, elles peuvent plus supporter le poids parce que c'est trop lourd. Mais les parents, ils ont une grande part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement par rapport à l'éducation des enfants. Nous, on a un dicton au Mali qui dit que la pâte, quand elle est encore fraîche, elle est malléable. C'est-à-dire tu peux donner la forme que tu veux, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais si tu la laisses trop longtemps et elle durcit, quand tu vas vouloir la maller, tu vas vouloir la former, tu vas vouloir la prendre, elle va se casser. Pour un enfant, c'est pareil. Depuis son plus jeune âge, il faut que tu parles, il faut que tu instaures un dialogue entre toi et ton enfant. Il faut que tu le montres que vraiment tu t'intéresses à lui, que tu essaies de le comprendre. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a des moments, surtout pendant l'adolescence et tout, c'est la période la plus difficile. Mais il faut discuter, il faut instaurer un dialogue, il faut essayer de les comprendre, il ne faut pas baisser les bras. Moi je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Mais est-ce qu'il y en a, ils penseront pas que tu es un petit peu utopiste? C'est-à-dire genre là tu parles d'un idéal. Peut-être, mais moi c'est comme ça que je vois la vie. Moi c'est comme ça que je vois la vie. Parce qu'aujourd'hui on a laissé de côté justement ces valeurs-là. C'est vrai, peut-être quelque part moi je suis en train de faire mon rêve, je me tape mon délire dans ma tête, je me dis ouais c'est comme ça que je conçois la vie et tout. Mais je pense que plus on avance dans le temps, plus il y a certaines valeurs qu'on perd. Comme avant à l'ancienne, nos parents, ils avaient beaucoup cette valeur humaine. Moi, c'est toujours, je reviens à la valeur humaine. L'être humain, l'être humain. Toujours c'est ça qu'il faut mettre en avant. Parce que moi, j'accepte pas, par exemple, qu'on fasse du mal à autrui, qu'on lui fasse du mal injustement. J'accepte pas, j'ai trop de mal à accepter ça. Je sais pas, peut-être que je suis trop, je sais pas,
Mais je pense que là, maintenant, la valeur humaine, l'être humain, il n'a plus aucune valeur. Et tu le vois au quotidien. Quand tu vois les gens, les mecs ils sont bourrés de fric et tout, ils ont des entreprises, ils ont je sais pas combien de salariés, ils les connaissent même pas, ils les calculent même pas, tout ce qui les intéresse, ils travaillent comme des esclaves. Tout ce qui les intéresse, c'est le profit. Après, il y a plein de trucs et tout, plein. Je vois, mettant la valeur de la vie, l'être humain, il n'a plus de valeur. Ça veut dire quoi, da'wa comme genre? Darwa, ça veut dire Darwa, comment je pourrais dire? Darwa, ça veut dire t'appelles les gens, c'est un appel. La Darwa, c'est un appel, t'informes les gens. Mhm. La Darwa. Là, tu donnes la définition religieuse. Ouais, c'est la Spirituelle. définition. Ouais, la Darwa. Après, maintenant, la Darwa, c'est assimilé à certains groupes. Mais quand tu fais Darwa, le prophète, alayhi salatu salam, il a fait Darwa. Il appelait les gens à l'islam. Il a informé les gens par rapport au principe de l'islam. C'est ça la Darwa. Darwa, tu peux l'utiliser dans n'importe quel contexte. Si par exemple, toi, tu te bats pour les jeunes, pour qu'ils essaient de s'en sortir, tu les appelles vers le droit chemin. Tu lui dis, voilà, tu leur indiques un Quelle bon que soit la comportement. religion, même pour les athées, même pour qui Ouais, que ce soit. bien sûr, c'est une forme de darwa. Après, la darwa par rapport à l'islam, elle a ses caractéristiques. Mm. C'est pas la même que Oui. les missionnaires. Ils sont partis en darwa. Ils sont partis faire leur. Ils ont Alors, appelé les gens à leur religion. C'est quoi da'wa quand on dit da'wa, hela, tout ça? Alors ça veut dire qu'ils ont transformé le mot Ah, ils ont carrément. transformé le mot. Là, c'est utilisé dans un autre contexte. Ça veut dire ça, c'est. Ils foutent le bordel. Ouais. Mais sinon, par rapport à la religion, darwa, c'est appeler les gens. C'est un appel. Le prophète, alayhi salatu salam, il l'a fait. Mais après, il y a plein de dérives. Après, il y en a. C'est tu comme vois, le Coran de la Mecque, sur la Mecque, Voilà, sur le Coran. Voilà, tout ça, c'est des termes qu'on utilise maintenant. Avant, les gens n'utilisaient pas ces termes-là. Le Coran de la Mecque et tout, le Coran de la Mecque. C'est pas le Coran de la Mecque. Le Coran, c'est une chose et la Mecque, c'en est une autre. C'est deux choses qui vont dans un ensemble. Mais tu peux pas dire le Coran de la Mecque. Le Coran, c'est une chose, la Mecque, c'est une chose. Tu peux pas dire le Coran de la Mecque. Ça veut dire quoi, khidma? Khadma, moi, comme j'ai entendu, Khadma, c'est le travail, c'est le labeur. Moi, j'ai traîné avec des Algériens, des Tunisiens, des trucs, et ils me disent, ouais, je veux demain, Khadwa, Inch'Allah, je veux Khadma. Khadma, c'est le travail, c'est comme ça que je le connais, moi. Ça veut dire quoi, ba'd? Ba'ad, ça c'est des termes que je connais pas trop, moi, mais j'entends les petits dire, allez, Ba'ad, Ouais. Ba'adouna, ou Ouais. allez, vas-y, dégage, allez, laisse-moi tranquille, tu me saoules. C'est un peu péjoratif, parce que c'est pas pars et laisse-moi tranquille, de dire vas-y dégage, de manière un peu vulgaire. Tu sais ce que ça veut dire, khammam? Khammam, c'est faut penser. Khammam, c'est faut que tu te mets à réfléchir, faut que tu penses, tu te projettes dans l'avenir. C'est ça, faut voir loin, pas seulement comment ils disent, au bout de ses baskets ou en bas de ses pieds, je sais pas comment. Mais faut que tu te projettes dans l'avenir. Faut essayer de voir loin. Quand il y a mal aujourd'hui, t'atteins, mais il faut voir les conséquences. Faut voir loin, loin. C'est ça. Khammam. Khammam sur beaucoup de choses. Alors peut-être juste pour terminer, si je te dis par exemple, il y en a qui s'appellent, admettons, voilà, on va dire Brasco, Tony Brasco, l'artificier. Tu vois, il s'appelle comme ça, c'est son nom de blaze. Voilà, les gens ils choisissent des blazes, tout ça, ils choisissent aussi, il y a des termes à côté, AKA, alias, etc. Mais pour toi, ça t'évoque quoi par rapport au film, par rapport à la musique, par rapport à tout ça? Ils ont une certaine. Ils s'identifient un petit peu au mec. C'est peut-être dans un concept, tu vois, quand les mecs ils disent artificier, ça peut être artificier de beaucoup de choses. Ça peut être artificier des mots, il fait des combinaisons de mots, des trucs et tout pour que ça explose dans les tympans quand les mecs ils mettent leur casque et tout. C'est une métaphore. Et voilà, c'est des métaphores, ils s'identifient. Ils s'identifient. Moi je connais un mec, il se fait appeler le Duc. Il y a un très bon film qu'il faut voir, c'est The Big Lebowski. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je Mais regarde-le, ce film-là, c'est un mec, il se prend pas la tête. Son concept, lui, c'est être le plus cool du monde. Et il se fait appeler le Duc pour essayer de se donner une certaine importance, mais c'est pas un duc, c'est un moins que rien en vrai. C'est un loser, comme on dit.
Mais il se fait appeler le duc parce que voilà, ça se donne un petit genre et tout. C'est pour ça. Après, moi, le mec avec qui je travaille, lui aussi, il se fait appeler le duc. Il s'identifie au mec. Il essaie de jouer le mec le plus cool au taf. Il s'en fout de tout, tu vois. Et voilà. Je pense que c'est comme ça. C'est le mec qui se fait appeler l'artificier. Kaiser. Voilà, s'il se fait appeler Kaiser, c'est qu'il Zé Pequeño. il veut qu'on le prenne pour un Kaiser, il veut qu'on le prenne pour Zé Pequeño, alors que bon, c'est tout quoi. Scarface. Voilà. Tous les films comme ça, quoi, où il y a une influence, c'est vrai. Il y a pas mal d'influences. Bah Pourquoi les ouais. jeunes ils disent t'as vu, tu vois, etc. Je sais pas, c'est. Ça c'est des. Je sais pas. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est peut-être pour accentuer son truc, il veut que tu comprennes vraiment. Mais quand il dit t'as vu, s'il est en train de parler, il dit t'as vu. C'est des erreurs. Mais bon, je pense que ça c'est pas trop grave. Ça veut dire que son langage il est encore trop. Mais moi, il y a un moment donné, je parlais trop comme le langage de quartier. Quand je parlais, les gens savaient direct que ça c'est le langage de rue, ça. Il y a un langage de rue qui est bien, il y en a un autre qui est mauvais. C'est-à-dire quoi, te fiche? Les fiches, je sais pas, ça veut dire des manies, je crois. Si t'as des manies, t'as des manières, Des manières. tu fais trop de manières, quoi. Tu fais trop de superflu, je sais pas. Alors, encore vraiment deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire croquer? Quand on dit sur le tchekar, faire croquer. Que ça soit dans la musique, le sport, dans le boulot, dans tout. Dans tout. Ça veut dire faire partager ce que tu as obtenu, ce que tu as toi. Par exemple, c'est comme une pomme. Tu dis, moi j'ai une pomme. Tu me dis, vas-y, fais-moi croquer. Bah, tu croques un bout, tu prends ce que tu peux prendre. Tu prends ce que ta mâchoire peut gober et puis tu le gobes. Bah, c'est ça faire croquer, c'est faire partager, c'est faire profiter, c'est ça faire croquer. Dans le quartier, on est obligé de faire croquer à un moment donné ou à un autre quand on a réussi? Ou quand on a fait quelque chose? Que ce soit dans la musique ou non, quelque pas part pour ramasser forcément. de l'argent? Bah, pas forcément, ça dépend. Si j'ai réussi tout seul, si je me suis fait tout seul, il y en a, ils disent qu'ils se sont fait tout seuls. Qu'ils ont monté leur business tout seul, qu'ils ont fait leur truc tout seul, leur bénéfice tout seul. Ils ne sont pas forcément obligés de faire croquer, mais maintenant, nous, dans le quartier, il y a un certain comment dirais-je, état d'esprit de famille, de partage, comme un clan, comme la mafia, tu vois. C'est comme la mafia un peu, on veut s'organiser comme une sorte de mafia, comme en Sicile ou machin. Mais c'est comme ça, tu vois. C'est comme une famille. S'il y en a, il a réussi à obtenir un truc, il faut qu'il en fasse bénéficier les autres. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est les codes. Et dans le quartier, on veut faire ça, quoi. On veut faire style un peu ça. Même quand on se voit, là j'ai remarqué, il y a un nouveau truc, ils disent ouais, alors la famille, ça va la famille. Alors que quand ils me voient, je suis tout seul. Ils me disaient la famille. Il veut dire quoi par là? Que je fais partie de sa famille ou je passe le bonjour à ma famille? Bon après tu vois, peut-être qu'ils veulent instaurer un certain code et tout. Comme on se dit tous cousins dans le quartier. Frère. Mon frère, cousin et tout, alors qu'il n'y a pas de truc de sanguinité, il n'y a rien. C'est vrai qu'à la base on est tous frères. Les humains ils sont tous frères. Et après voilà. Je pense que quand ils disent ouais c'est pas obligé de faire croquer, moi je dis non c'est pas obligé de faire croquer. Quand moi j'ai mon salaire à la fin du mois, je me lève tous les jours à 4h du mat, je vais travailler. Est-ce que je suis forcé de faire croquer les autres? Si je veux, je fais croquer. Si je veux, je fais pas croquer. Je pense que j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Bon, maintenant, si tu fais du business, machin et tout, bon, tu peux faire croquer. Bon, ça dépend. Mais moi, je trouve que non, t'es pas obligé de faire croquer. Mais si tu peux le faire croquer, ah, c'est bien quoi, si tu peux. Si ça peut servir les autres. C'est encourager, faire croquer aussi? Encourager, motiver? Oh, ça dépend, si tu fais croquer, ça dépend ce que tu vas lui faire croquer. Si je le fais croquer une bonne pomme, bien et tout. Il y en a, ils vont te faire croquer la partie qui part en couille de la Ouais, pomme. ils vont te faire croquer le trognon. Tu vois? Ils vont tout croquer, après il va rester le trognon, ils vont dire vas-y tiens. C'est la partie la plus mauvaise de la pomme, parce qu'il y a les pépins, il y a machin et tout, ça passe pas. Ça reste coincé dans la gorge. Et c'est pas bon, tu vois. Si tu peux faire croquer, il vaut mieux faire croquer le bon morceau. C'est pas. Laisser les déchets. Quoi. Voilà, comme un chien, tu lui lances les os. Mais tu l'as fait croquer quand même le chien, mais tu l'as fait croquer de mauvaises choses. Autant si tu veux faire croquer quelqu'un, autant le faire croquer de bonnes choses.
Une pomme, tu vas lui faire croquer une bonne, pas la partie où il y a un verre dedans. Parce que tu sais que c'est pas bon. Toi-même, tu vas pas le manger. Pourquoi tu fais croquer aux autres? Donc c'est pas faire croquer ça. Kanju, Ouais. t'as déjà pensé à écrire un livre? Ouais, ça m'a déjà traversé l'esprit, mais pas pour le moment. Là, en ce moment, j'essaie d'amasser des informations. J'essaie de, j'essaie beaucoup de choses. Là, je suis un peu dans une période un peu, je sais pas, je sais, je vais faire ça, je vais pas faire ça. Je travaille beaucoup sur l'immigration, les causes de tout ça, pour comment ça se fait que ben, aujourd'hui on n'arrive plus à éduquer les enfants comme on veut. Cette perte d'identité, les enfants ils sont perdus. Il y a beaucoup de choses. Et pour le moment, je préfère me concentrer sur ça, essayer d'amasser un maximum d'informations, de connaissances et tout. Et peut-être pas, peut-être par la suite, Inch'Allah, si Dieu me le permet, ben, écrire un petit bouquin. En tout cas, j'aimerais bien. J'aimerais bien. T'as déjà un titre? Une idée de titre? Non, même pas, non. Bon, Kanju, Ouais. je vais te poser une dernière question, j'arrive de l'autre côté. Ok. Kanju, qu'est-ce que tu peux me dire de l'atmosphère en ce moment du quartier? Par rapport à la destruction des bâtiments Tu sais, en ce moment, j'habite le quartier, mais je vis pas trop dans le quartier. Ça fait que je suis pas trop, je suis pas trop le thermomètre en ce moment. Je sais pas trop la température et tout. Mais en ce qui concerne la destruction des immeubles, la reconstruction et tout, je pense que ça ne nous profite pas vraiment. Parce que nous, on peut pas en bénéficier. Parce que les nouveaux logements qu'ils font, c'est vrai que c'est propre, c'est beau et tout ça, mais c'est qu'une façade tout ça. C'est comme un endroit, c'est crade et tout. Je vais mettre un petit coup de peinture vite fait pour maquiller, pour montrer que voilà, tu as mis un coup de peinture. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de changer de politique par rapport aux habitants du quartier et tout. Parce que même les bâtiments qu'ils font, nous, on va pas pouvoir y habiter. Parce que c'est hors de nos moyens. C'est trop cher déjà d'une. Et de deux, ils font que des petits logements. J'ai remarqué, ils font que des petits appartements. Avant, ils faisaient des F5, des F4. Parce qu'ils savaient que ben, les gens qui allaient habiter dans ces immeubles-là, c'était des gens en forte natalité qui allaient avoir de grandes familles. Ils avaient prévu déjà qu'ils allaient nous parquer dans des tours, machin, ça et tout. Mais là, ce qu'ils font en ce moment-là, ils sont en train de faire une entourloupe là. Je le sens pas. Je le sens pas. Est-ce que tu penses qu'ils ont fait une sélection au niveau des, pas des couleurs, mais des origines ou je sais pas, mais Ouais, si, en fonction des zones, dans Meaux, dans Beauval? Si, ils ont fait une sélection, mais ça c'est connu qu'ils sélectionnent. Tu penses que c'est conscient, inconscient? Ils l'ont Non, fait c'est exprès, conscient, calculé, c'est pas conscient. calculé? C'est très calculé, mais méthodiquement calculé. Pour toi? Pour moi, oui. Mais ça se sent, ça se ressent quand tu vois comme on est dispatché sur la ville. Au centre-ville, tu as très peu t'as beaucoup de demandes. Moi, avant, j'ai habité au centre-ville. Tu as beaucoup de demandes des gens issus par exemple, des Maliens, des Sénégalais, des Algériens. Tu en as beaucoup qui veulent habiter au centre-ville. Mais ils y vont pas tous. Ils vont goutte à goutte. C'est pas normal. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a plus de rebeux et d'autres endroits où il y a plus de blacks ou d'autres endroits où il y a plus de chinois? Je ne sais pas. Est-ce que c'est avant c'était un petit peu comme ça dans le quartier, mais est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, peut-être que justement avec la démolition, ils n'ont pas tout fini de reconstruire, ils n'ont pas tout relogé bien comme il faut, etc. Ça fait des endroits comme ça un petit peu où Ouais, si, ça fait des endroits. Tu as certains endroits où il y a un peu plus de cette communauté-là que d'autres. Bon, maintenant, est-ce que c'est vraiment fait exprès? Ça, je peux pas l'affirmer à 100%, mais je sais qu'il y a une certaine sélection qui est faite par rapport à l'attribution des logements et tout ça, j'en suis sûr et certain. J'en mettrai même ma main à couper. Ça, c'est sûr. Qu'ils sélectionnent par rapport aux revenus, par rapport au nombre d'enfants, par rapport à... Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de critères de sélection. Il y a beaucoup de critères de sélection. Et j'en suis persuadé qu'ils sélectionnent avant d'attribuer les logements. Et je suis sûr et certain que les logements qu'ils font là, c'est pour une certaine catégorie de... c'est réservé. C'est Il y a une partie réservé qui est réservée. pour une certaine catégorie de gens. Des revenus assez conséquents et familles non nombreuses. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe entre les blacks et les rebeux? Je trouve ça navrant, je trouve ça attristant même. C'est douloureux pour nous. Parce qu'en fait, on vient du même endroit. On forme qu'une seule communauté.
Maintenant, les trucs de couleur, tout ça, c'est rien, ça. Faut mettre ça de côté. Parce que c'est le même sang qui circule à l'intérieur de chacun d'entre nous. On est pareil. Et je trouve ça dommage, en train de se niquer entre nous pour rien. Pour rien en plus, tu sais même pas pourquoi on se fait la guerre, pourquoi. Moi je sais pas pourquoi on se fait la guerre, pourquoi. Tu le sais toi? Moi je sais pas pourquoi on se fait la guerre, pourquoi. Je sais pas pourquoi l'autre il tape sur l'autre, l'autre il... Je sais pas, on se met la pression tout seul. Alors que si on avançait main dans la main, on pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Mais justement, est-ce que d'une certaine manière, ils veulent pas qu'on marche main dans la main, donc ils s'arrangent? Eh oui, mais nous on tombe dans le panneau. Donc on séparation, néo-apartheid, Et ouais, sélection, discrimination, mais bien sûr, mais nous, ségrégation, on devrait, je pense on est assez intelligent pour ça. disjonction. On est assez intelligent pour ça. On est dans notre communauté, il y a des gens, franchement, Dieu merci, ils ont l'esprit ouvert. C'est des gens qui réfléchissent, c'est pas c'est pas des moins que rien, c'est pas des morveux, c'est les mecs qui savent. Ils réfléchissent, ils servent de la matière grise. Et je pense que ces gens-là, ils devraient se mettre plus au service de la communauté. Pas seulement à travers le biais d'associations, de machins de grands frères ou je sais pas quoi, d'éducateurs, machin, c'est tout. C'est bien, il en faut tout ça. Mais des fois, t'as pas besoin de tout ça pour agir. T'as pas besoin de tout ça. Si vraiment tu veux agir, tu peux agir. Il y en a un qui m'a, excuse-moi de te couper, il y en a un qui m'a dit la famille c'est seulement les Noirs et les Arabes. Qu'est-ce que tu en penses? Non, non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça parce que moi j'ai des gens de ma famille, c'est ni des Noirs ni des Arabes, c'est des Français et c'est des mecs comme ça. C'est des gens comme ça. Je veux pas dire que faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Dans chaque pays, tu as des gens bien, tu as des gens mauvais. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, partout où tu iras, tu auras des gens honnêtes, tu auras des gens malhonnêtes. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Ça, tu peux rien y faire. Kanju, une dernière phrase avant d'y aller. Je sais pas, une dernière phrase, un dernier mot, une dernière chose que tu veux dire. Ouais. Oh, je sais, franchement, depuis tout à l'heure, tu m'interroges, j'essaie de répondre le plus honnêtement possible. J'essaie de rester sincère, de rester honnête. Et je pense que tout ce que j'ai exprimé là, c'est ce que je pense. C'est vraiment ce que je pense. Mais encore une fois, il faut mettre avant tout, il faut mettre quoi? Le côté humain. Le côté humain avant tout. Parce qu'avant tout, on est des êtres humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on n'est pas des mercenaires, on n'est pas des tueurs, on n'est pas, tu vois. Il faut mettre ce côté-là, il faut mettre l'amour, la compassion, la fraternité, il faut avancer ensemble, c'est le même combat. Il faut arrêter de se prendre la tête avec des choses qui en valent pas des trucs qui valent rien, des trucs à dessous. Il faut arrêter de se prendre la tête avec ça, il faut avancer, faire face aux vrais problèmes. Allez, Kanju, dédicace. Oh, je dédicace à tout le monde, à toute la terre. À tous ceux qui me reconnaîtront, à tous ceux que j'aime, ceux qui m'aiment ou qui m'aiment pas, moi j'aime tout le monde. Moi je déteste personne. J'aime tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un, j'ai de rancœur envers personne, j'aime tout le monde. Même celui-là qui m'aime pas, je l'aime. Une dernière phrase par rapport au rap, par rapport à ta carrière rap. Non, et rapper, je l'ai barré avec un gros marqueur noir indélébile. Il ne peut plus s'effacer, ça y est. C'est fini. Ok, bah écoute, adieu Kamaz. Ouais, adieu, ouais. Peut-être que de temps en temps, vous me verrez dans le métro, peut-être. Hein. J'ai pas dit que le graphe, il était mort, Kamaz, mais dans le rap, il est mort. Mais peut-être dans le graphe, il est là encore. Hein. Ok. À plus, Kanju. Au plaisir. Vraiment au plaisir.